Correction du texte, discours d'Émile Ollivier, manuel d'histoire, page 121. D'abord, quand on regarde un document, on regarde en bas quel est l'auteur. Ici, c'est Émile Ollivier. On regarde ensuite la nature du document. Ici, c'est un commentaire sur la loi du 25 mai 1864 sur les coalitions. La date, en 1864. Et Maresque est né, ça doit être les éditions. D'abord sur l'auteur, on voit en haut, en italique, que c'est un républicain, donc on le dit, mais un républicain pas comme Victor Hugo, ça on le rajoute parce qu'on le sait, on sait que Victor Hugo est opposé au Second Empire. Au contraire, Émile Ollivier, lui, est rallié au Second Empire. Et on peut rajouter que on sait même qu'en 1870, il sera le chef du gouvernement de Napoléon III. Donc ici, c'est un commentaire sur une loi, donc on a un texte législatif, même si le régime de Napoléon III est autoritaire, il y a quand même une assemblée avec des candidats officiels qui sont élus. Donc voilà, ça on le rajoute. Et 1864, eh bien, c'est contemporain de l'époque, c'est pas écrit après. Donc, première question, pourquoi le droit de grève ou de coalition est-il une nouveauté importante pour les ouvriers? On retrouve la réponse dans le début, en fait dans le paratexte, ce qui est en italique. On voit que la Révolution française avait interdit le droit de coalition, c'est-à-dire le droit de s'unir pour revendiquer, pour faire grève. C'était en 1791, ce que l'on appelle, et on rajoute la connaissance, la loi Le Chapelier. Donc deuxième question, comment Émile Ollivier explique-t-il que le droit de coalition n'est pas un danger pour l'économie et la société? Donc pour comprendre cette question, il faut bien comprendre qu'on est dans une période de libéralisme économique. Libéralisme économique, c'est-à-dire qu'il y a toute liberté pour les patrons de créer une entreprise, d'entreprendre, mais aussi d'embaucher et de licencier les ouvriers. En théorie, comme l'expliquera Henri Schneider, le patron des usines Creusot, tous les individus, même les ouvriers, ont le droit de faire la même chose, sachant que dans la réalité, pour un ouvrier, c'est quand même plus difficile. Donc ici, il faut se poser la question, c'est un danger pour qui? Alors d'accord, c'est marqué pour l'économie et la société, mais pour qui exactement? Eh bien pour la bourgeoisie, classe sociale qui est en train de se développer à l'époque, constituée justement de tous ces patrons, de petites comme de grandes entreprises. Donc ici, on peut trouver la réponse au milieu du texte. Émile Ollivier compare la grève à une guerre et il dit que la guerre ne sera vaincue qu'à force de civilisation et de lumière. Ici, la lumière, c'est le siècle des Lumières, c'est l'instruction. D'ailleurs, il précise à force de liberté et d'instruction. Donc, avec le temps, on cite la liberté des coalitions tuera la grève. Donc il y a l'idée qu'à un moment donné, les ouvriers ne feront plus grève parce que ils auront eu toutes leurs revendications. Donc là, il faut, pour l'interprétation, bien se rendre compte que on est en 1864 dans une époque où les ouvriers commencent à avoir des revendications, où du coup, les politiques se préoccupent de couper court à ces revendications. Et donc là, c'est l'idée sous Napoléon III que, en donnant la liberté de coalition aux ouvriers, eh bien, on va calmer la situation. Troisième question selon Émile Ollivier, comment se transformeront peu à peu les relations entre les patrons et les ouvriers grâce au droit de coalition? La réponse se trouve à la fin du texte, je cite, « Quand de leur côté les patrons avertis des épreuves auxquelles ils sont exposés, ils, ce sont les ouvriers, et les épreuves, leurs conditions difficiles de travail, auront redoublé de bienveillance et de sagesse », ça veut dire que les patrons vont donner satisfaction aux revendications des ouvriers. Et donc,
les grèves redeviendront plus rares et d'un antagonisme passager naîtra, sinon l'accord sans nuage, du moins l'habitude de discussion loyale et conciliante. Antagonisme, c'est une opposition donc entre les ouvriers et la bourgeoisie, les patrons. Donc, si ça arrive, eh bien, il y aura des discussions loyales et conciliantes, c'est-à-dire qu'on se mettra d'accord en toute harmonie. Pour interpréter l'argumentation d'Émile Ollivier, il faut se souvenir que Napoléon III a une politique sociale. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'extinction du paupérisme », c'est-à-dire la disparition de la pauvreté. Et le bonapartisme repose sur la gloire extérieure, un régime autoritaire, mais aussi la préoccupation sociale. Donc, interprétation, pourquoi l'autorisation du droit de grève? Deux raisons. Première raison, couper court au mouvement ouvrier qui est en train de se développer et qui risque de déstabiliser le régime. Deuxième raison, obtenir le soutien de la population, soutien au Second Empire. Pour conclure, il faut essayer de se demander s'il n'y a pas d'autre point de vue que celui d'Émile Ollivier. Alors, certains d'entre vous ont dit il y a une naïveté, en fait ça va pas s'arranger, et c'est vrai que de toute manière le droit de grève qui est accordé est un droit qui est limité à certains moments, et il n'y a pas de droit de réunion, donc ça facilite pas non plus l'organisation des grèves. On voit ici dans l'exemple du Creusot en 1870 que lorsque le patron Eugène Schneider licencie 3 ouvriers de ses usines, eh bien, il y a une grève qui se met en place avec des revendications sur le salaire, sur le temps de travail. Et le patron n'hésitera pas à faire appel à la troupe, c'est-à-dire à l'armée, pour réprimer la grève. On a ici donc une représentation des ouvriers grévistes au Creusot. À l'arrière-plan, on a les usines, au premier plan les grévistes, et on voit à gauche une femme qui harangue la foule. Ce n'est qu'en 1884, sous la Troisième République, que le droit de se réunir, c'est-à-dire de former des syndicats, est autorisé.